Je venais juste d'enterrer mon mari à l'étranger. J'ai écrit dans le groupe de discussion familiale. Mon vol atterrit à 17 heures. Est-ce que quelqu'un peut venir me chercher? Mon frère a répondu, on est occupé. Essaie avec Uber. Ma mère a ajouté, pourquoi tu n'as pas mieux planifié? J'ai simplement écrit, ne vous inquiétez pas. Ce qu'ils ont vu aux infos ce soir-là leur a fait lâcher leur téléphone. Je m'appelle Amelia, j'ai 35 ans et aujourd'hui j'ai enterré mon mari James à l'étranger. Après 30 heures sans dormir et en voyage vers la maison, j'ai écrit dans notre groupe familial. Mon vol atterrit à 17 heures. Est-ce que quelqu'un peut venir me chercher? Mon frère 3 a répondu, on est occupé. Essaie avec Uber. Ma mère a ajouté, pourquoi tu n'as pas mieux planifié? Avec les doigts qui tremblaient, j'ai tapé, ne vous inquiétez pas. Pendant que je m'effondrais en silence à l'intérieur, je ne savais pas que dans quelques heures ma famille verrait ma tragédie se dérouler aux infos du soir. Avant de continuer cette histoire, dites-moi depuis où vous regardez cela dans les commentaires ci-dessous. Mettez un like et abonnez-vous si vous vous êtes déjà senti abandonné au moment où vous aviez le plus besoin de quelqu'un. Avant que le deuil ne réécrive toute mon existence, j'avais ce que la plupart appelleraient une vie parfaite. James et moi nous sommes rencontrés en 2e année d'université. Il avait renversé du café sur mon manuel d'économie, avait insisté pour m'en acheter un nouveau, et d'une façon ou d'une autre, il avait transformé ce désastre en dîner. Nous nous sommes mariés après avoir obtenu nos diplômes et nous avons construit une belle vie ensemble à Portland. Je travaillais comme directrice marketing pendant que James s'épanouissait comme ingénieur logiciel. Nous avions une maison confortable de 2 étages avec un jardin auquel je consacrais mon cœur chaque printemps. James disait toujours en plaisantant que mes tomates pourraient gagner des prix à la foire de l'État si je les inscrivais un jour. 10 années de mariage ont passé comme dans un beau rêve. Nous voyagions chaque fois que c'était possible. Nous avions des soirées jeux avec des amis tous les jeudis et nous économisions soigneusement pour notre futur. James et moi parlions sérieusement de fonder une famille bientôt. Nous avions même transformé la chambre d'amis en bureau à domicile, qui pourrait facilement devenir une chambre pour bébé quand le moment viendrait. Tout a changé l'automne dernier quand James a reçu une offre pour un contrat de 6 mois avec une entreprise de technologie internationale à Singapour. C'était l'opportunité de sa vie, qui boosterait énormément sa carrière et nous permettrait de vivre à l'étranger ensemble. J'ai arrangé mon travail pour pouvoir travailler à distance pendant 3 mois, prévoyant de partager notre temps entre 2 continents. Nous étions excités par cette aventure. La veille de son départ, nous avons eu un dîner spécial à la maison. Je me souviens encore de chaque détail, la musique douce en fond, les bougies qui scintillaient sur la table à manger et la façon dont James m'a regardé quand il a promis que cette opportunité rendrait notre futur encore plus lumineux. Les 6 mois passeront vite, m'a-t-il assuré, ses doigts entrelacés avec les miens, et ensuite, nous commencerons le chapitre suivant. Nous avons fait des appels vidéo tous les jours pendant les 2 premiers mois. Je suis allé lui rendre visite pendant 3 semaines pendant les vacances, et ça ressemblait à une seconde lune de miel. Singapour était magnifique, dynamique et excitante. James m'a fait découvrir la ville, m'a présenté à ses collègues et nous avons exploré les îles voisines les week-ends. Tout semblait parfait. Nous avons même commencé à parler sérieusement d'avoir un bébé après la fin de son contrat. Puis est arrivé l'appel qui a détruit mon monde. J'étais de retour à Portland quand, un matin, James s'est plaint d'un fort mal de tête pendant notre appel vidéo. C'est sûrement juste le stress, disait-il en se massant les tempes. La date limite d'un gros projet approchait. 8 heures plus tard, un de ses collègues a appelé depuis le téléphone de James. Mon mari s'était effondré pendant une réunion et avait été emmené d'urgence à l'hôpital. J'ai réservé le premier vol disponible, mais quand je suis arrivé 26 heures plus tard, James était déjà dans le coma. L'anévrisme cérébral, ont expliqué les médecins. Ils ont fait une chirurgie en urgence, mais les dégâts étaient catastrophiques. Pendant 5 jours, je suis resté à son chevet, tenant sa main, lui parlant, priant pour un miracle qui n'est jamais venu. James n'a jamais repris conscience. Il n'avait que 37 ans. La galère de devoir gérer seul un système hospitalier étranger était écrasante. Chaque formulaire était compliqué. Chaque conversation devait passer par des applis de traduction ou par des interprètes pressés de l'hôpital. J'appelais ma famille chaque jour, désespéré de trouver du soutien émotionnel, mais nos conversations étaient courtes. « On prie pour toi », disait-il, avant d'expliquer pourquoi il devait vite raccrocher. Ma mère m'a demandé si j'avais pensé à prendre une assurance voyage.
Mon frère 3 a suggéré de payer un service local pour gérer les choses afin que je puisse rentrer plus vite, mais je ne pouvais pas laisser James. Pas comme ça. Pas dans un pays où je ne connaissais personne à part ses collègues. Je suis resté et j'ai tout géré moi-même. Les papiers pour son certificat de décès ont pris 3 jours entiers et d'innombrables allers-retours au bureau. Organiser un enterrement à Singapour, parce que rapatrier son corps coûtait beaucoup trop cher, m'a obligé à naviguer dans des coutumes et traditions inconnues. Le funérail était petit, quelques collègues, quelques expatriés qu'il avait rencontrés, et moi. Pas de famille, pas d'amis proches. Mes parents ont dit que le billet d'avion coûtait trop cher à si court préavis. Mon frère avait des obligations professionnelles importantes. Je suis resté seul pendant qu'on descendait mon mari dans la terre, à un monde de distance de tous ceux qu'on aimait. La pression financière était énorme. Notre assurance a couvert une partie des frais, mais les contrats internationaux avaient des limites que je n'avais jamais pensé vérifier avant la tragédie. J'ai vidé toutes nos économies et utilisé les cartes de crédit au maximum pour tout payer. Malgré tout, je continuais à donner des nouvelles à ma famille, espérant qu'ils offrent plus que de brèves condoléances ou des conseils pratiques. En y repensant, je n'aurais pas dû être surprise par leur réponse à mon message depuis l'aéroport. Ma famille avait toujours fonctionné ainsi. Quand j'ai été diplômé du lycée, première de ma promotion, mes parents sont venus mais sont repartis juste après mon discours pour emmener mon frère à son match de baseball. À ma remise de diplôme universitaire, ils sont arrivés en retard et sont repartis tôt. Même à mon mariage, ma mère a passé plus de temps à s'inquiéter que 3 ait amené la mauvaise petite amie qu'à célébrer mon union. J'avais passé ma vie entière à m'adapter à leurs priorités, à excuser leur comportement et à me dire que notre famille avait juste une autre façon de montrer son amour. Maintenant, debout à côté de la tombe de mon mari, à l'autre bout du monde, j'ai enfin compris que certaines personnes n'ont tout simplement pas la capacité de mettre les autres en priorité, même dans les moments de besoin désespérés. Après le funérail, une nouvelle galère a commencé. La bureaucratie à Singapour exigeait plusieurs copies certifiées des certificats de décès, chacune devant être authentifiée dans différents bureaux gouvernementaux dispersés dans la ville. J'ai passé 3 jours à aller et venir entre les bâtiments sous la chaleur tropicale, à attendre dans des files interminables et à essayer d'expliquer ma situation avec des mots étouffés par le chagrin. Chaque soir, je m'effondrais dans notre appartement loué, entouré des vêtements de James qui sentaient encore lui. Le dernier matin à Singapour, j'ai visité la tombe de James une dernière fois. Le cimetière était paisible à l'aube. Les oiseaux chantaient dans les arbres feuillus. J'ai posé des fleurs fraîches à côté de sa simple pierre tombale et je me suis assise sur l'herbe humide pour tout lui raconter. J'emportais chez moi ses livres préférés, la montre que je lui avais offerte pour notre 5e anniversaire, la collection de coquillages que nous avions ramassés pendant nos week-ends à la plage. Je te garderai vivant dans mon cœur, ai-je murmuré en posant ma paume contre le marbre froid. Tous les jours, pour le reste de ma vie. Mon voyage de retour a duré plus de 30 heures. D'abord, un retard de 6 heures à Singapour à cause de problèmes mécaniques. Puis une correspondance ratée à Tokyo, ce qui a nécessité de passer la nuit dans un hôtel de l'aéroport. Le dernier trajet a été marqué par des turbulences si fortes que les agents de bord sont restés assis pendant 2 heures. Quand nous avons commencé la descente vers Portland, j'avais voyagé sans interruption pendant plus d'une journée, à peine mangé, et je ne fonctionnais que grâce au deuil et à la détermination. Pendant ces heures interminables de voyage, mon esprit revenait toujours à mes souvenirs d'enfance, remarquant des schémas que j'avais toujours excusés. Quand j'avais 8 ans, je me suis cassé le bras en tombant de la cabane dans l'arbre du jardin. Mes parents m'ont emmené aux urgences, mais m'ont laissé avec une voisine pour attendre, pendant qu'ils allaient au match final de foot de 3. Il ne peut pas manquer ça, avait expliqué ma mère. Toute l'équipe compte sur lui. Quand j'ai obtenu une bourse pour l'université de mes rêves, la première question de mon père a été de savoir si ça leur coûterait quelque chose. 3 avaient des stages sportifs très chers cet été-là, m'a-t-il rappelé. Comme l'université était mon choix, je devais gérer les finances moi-même. J'ai travaillé à 2 emplois entre mes cours pendant que 3 allaient dans une université hors de l'État, entièrement financée par nos parents. Le jour de mon mariage, ma mère a critiqué ma robe en la trouvant peu pratique et mon père s'est plaint du coût de la salle, pourtant modeste. 3 est arrivé 1 heure en retard à la cérémonie. James avait remarqué leur comportement, mais il m'avait doucement encouragé à me concentrer sur notre bonheur. On ne peut pas les changer, disait-il, mais on peut choisir combien de pouvoir on leur laisse sur notre joie. Pendant les préparatifs de l'enterrement à Singapour, j'appelais la maison presque tous les jours.
La plupart des appels finissaient sur la messagerie vocale. Quand quelqu'un répondait, les conversations étaient courtes et portaient surtout sur ma date de retour plutôt que sur comment je vivais la situation. Ma mère a suggéré que je m'apitoyais sur mon sort en restant pour le funérail au lieu de faire incinérer James immédiatement. 3 a demandé si James avait une assurance vie avant d'exprimer son inquiétude pour une présentation professionnelle avec laquelle il avait du mal. Malgré cette histoire, une partie irrationnelle de moi croyait que cette tragédie, le pire moment de ma vie, finirait par provoquer la compassion que j'avais toujours désirée de ma famille. Il comprendrait sûrement l'ampleur de ma perte et répondrait avec le soutien dont j'avais désespérément besoin. 3 jours avant mon dernier vol pour rentrer, j'ai envoyé un message dans notre groupe familial avec les détails de mon itinéraire. Les réponses ont été minimales, un emoji pouce levé de chacun de mes parents, et 3 qui demandaient si je rapportais un souvenir. J'ai précisé mon heure d'arrivée 2 fois avant de monter dans mon dernier vol, espérant que quelqu'un se proposerait pour me chercher à l'aéroport. Personne ne l'a fait, mais j'ai tenté une dernière fois en atterrissant aux États-Unis. On est occupé. Essai avec Uber, de mon frère m'a donné l'impression d'un coup physique. Pourquoi tu n'as pas mieux planifié, de ma mère m'a fait me demander s'ils avaient déjà vraiment tenu à moi. À ce moment-là, assise sur mon siège d'avion étroit, entouré de passagers pressés de débarquer, j'ai fait une promesse silencieuse à James et à moi-même. Ce serait la dernière fois que j'attendrais de l'eau d'un puits vide. L'aéroport international de Portland grouillait d'activité cet après-midi-là pendant que je passais la douane. La lumière fluorescente me faisait mal aux yeux après tant de nuits sans sommeil et chaque annonce au haut-parleur me faisait sursauter. J'ai traversé la foule en pilote automatique, mon corps présent mais mon esprit encore à des milliers de kilomètres, avec James. Je suis resté dans la zone de récupération des bagages, regardant les valises tourner encore et encore sur le tapis roulant. Les miennes étaient faciles à reconnaître, une grande valise noire avec mes affaires et 2 autres remplies des possessions de James, les choses que je ne pouvais pas supporter de laisser derrière. Son pull préféré, le journal en cuir que je lui avais offert à Noël dernier. Des albums photos, la tasse de café qu'il utilisait chaque matin. Des morceaux de notre vie ensemble qui représentaient désormais tout ce qu'il me restait de lui. Mon téléphone a vibré avec un autre message dans le groupe familial. Je l'ai ouvert en espérant que quelqu'un ait changé d'avis. 3. Sérieusement, sœur, on ne peut pas réorganiser nos emplois du temps à la dernière minute. C'est pour ça qu'on planifie. Maman, ton père et moi avons un dîner avec les Henderson ce soir. On a confirmé il y a des semaines. Papa, la météo prévoit de la pluie plus tard. Conduis prudemment quand tu rentreras. Je suis resté à fixer l'écran, une sensation familière de vide se répandant dans ma poitrine. Pas une seule question sur comment j'allais ou si j'étais arrivé en sécurité. Aucun signe qu'il comprenait ce qui venait de se passer. J'ai écrit simplement, ne vous inquiétez pas, je comprends, même si je ne comprenais pas du tout. Comment des dîners ou des obligations sociales pouvaient-ils passer avant le soutien à leur fille qui venait d'enterrer seule son mari? Le poids des valises m'a fait chanceler pendant que je les mettais sur un chariot. Les affaires de James me semblaient soudain impossiblement lourdes, autant physiquement qu'émotionnellement. En luttant pour atteindre la sortie, une des roues du chariot s'est bloquée, faisant tomber la valise du dessus au sol. Elle s'est ouverte brusquement, éparpillant les vêtements de James sur le sol brillant de l'aéroport. Je suis tombé à genoux, ramassant frénétiquement ses affaires alors que mes larmes brouillaient ma vue. Un pull bleu, ses baskets préférées, la cravate qu'il mettait pour les dîners chics. Chaque objet que je touchais déclenchait de nouvelles vagues de douleur. « Laissez-moi vous aider, madame. » Une employée de l'aéroport s'est agenouillée à côté de moi, ramassant doucement les affaires éparpillées. Son badge disait « Gloria ». Elle avait des yeux gentils qui se plissaient au coin. « Vous allez bien ?» Cette simple question a brisé quelque chose en moi. Depuis quand personne ne m'avait demandé si j'allais bien. Pas, tu t'en remettras, ou, voici ce qu'il faut faire, mais juste, est-ce que tu vas bien? Mon mari est mort, ai-je murmuré. Je viens de l'enterrer à Singapour. L'expression de Gloria s'est adoucie avec une vraie compassion. Elle m'a aidé à remettre les affaires dans la valise en silence. Puis elle m'a personnellement accompagné jusqu'à la zone de prise en charge des taxis partagés. « Quelqu'un vient vous chercher ?» a-t-elle demandé. J'ai secoué la tête. « Non, ma famille est occupée. » Son froncement de sourcils disait tout, mais elle n'a rien commenté. Elle est restée avec moi jusqu'à ce que le taxi arrive, m'a aidé à charger mes bagages et m'a serré la main avant que je monte. « Prenez soin de vous » a-t-elle dit.
C'était plus de réconfort que ce que ma propre famille m'avait donné. Le trajet partagé a coûté 8 $ à cause du tarif aux heures de pointe. Le chauffeur, un homme âgé nommé Paul, a tenu une conversation polie pendant que nous traversions la circulation dense. Quand il a demandé comment s'était passé mon voyage, j'ai donné des réponses vagues, craignant de m'effondrer complètement si je disais la vérité. Il a semblé sentir ma détresse et a mis une musique douce à la place, me montrant de temps en temps les changements dans la ville depuis les derniers mois. Après presque 1 heure, nous sommes arrivés devant mon entrée. La maison semblait exactement comme je l'avais laissée, mais en même temps complètement différente. James ne franchirait plus jamais cette porte d'entrée, ne passerait plus jamais par ce vestibule, ne se plaindrait plus jamais de l'érable qui laissait tomber des graines bouchant les gouttières. Paul m'a aidé à porter mes bagages jusqu'au perron. En posant le dernier sac, il a hésité. « Vous êtes sûr que ça va, mademoiselle ? On dirait, enfin, que vous auriez besoin de quelqu'un. » Je lui ai assuré que ça allait. Je lui ai donné un généreux pourboire et j'ai regardé ses feux arrière disparaître dans la rue avant de chercher maladroitement les clés de ma maison. La porte s'est ouverte sur un intérieur froid et sombre. J'avais demandé à ma mère de régler le thermostat un jour avant mon arrivée. Apparemment, elle avait oublié. À l'intérieur, un air vicié m'a accueilli. Le courrier débordait du panier près de la porte. Encore une tâche que ma famille avait promis de gérer mais qu'elle avait manifestement ignorée. Le réfrigérateur ne contenait que des condiments périmés et un récipient moisi de quelque chose d'inidentifiable. Mon frère m'avait assuré qu'il remplirait les produits de base avant mon retour. Trop épuisé pour m'occuper de tout ça, je suis monté à l'étage jusqu'à notre chambre. Je ne pouvais pas supporter de dormir dans notre lit, alors je me suis blotti dans le fauteuil près de la fenêtre, encore avec mon manteau, car la maison était glaciale. Entouré de photos d'époques plus heureuses, je me suis enfin laissé complètement aller. Je me suis réveillé des heures plus tard, désorienté et tremblante. La maison était silencieuse comme elle ne l'avait jamais été quand James était vivant. Pas de pas dans le couloir, pas le glouglou de la cafetière en bas, pas le fredonnement faux sous la douche. Juste le vide et le craquement occasionnel du bois qui travaille. La porte de placard de James était entr'ouverte, laissant voir les vêtements qu'il avait laissés. Ma famille avait promis de ranger ses affaires pour faciliter mon retour. À l'intérieur, j'ai trouvé tout intact. Ses chaussures étaient alignées exactement comme il les avait laissées. Sa chemise en flanelle préférée pendait encore au crochet où il l'avait mise le matin de son départ pour Singapour. Chaque objet était exactement comme il y a 6 mois, conservé comme un musée de la vie que nous avions eue. Je me suis laissé tomber sur le sol du placard, serrant sa chemise, cherchant désespérément la moindre trace de son odeur. Il n'y avait rien, juste l'odeur du coton propre et un léger parfum d'humidité d'un espace qui n'avait pas été ouvert depuis longtemps. J'avais transporté des morceaux de lui à travers l'océan pour découvrir que ce rester ici ne me donnait plus l'impression qu'il était là. Le matin est arrivé avec un étrange bruit de gargouillis venant du rez-de-chaussée. Raide d'avoir dormi dans la chaise, je suis descendu pour vérifier. Le bruit s'est amplifié à mesure que je m'approchais de la cuisine, et quand j'ai allumé la lumière, j'ai eu le souffle coupé par l'horreur. L'eau jaillissait d'une grosse fissure au plafond, dévalant les murs et s'accumulant sur le sol carrelé. La température dans la maison avait encore baissé pendant la nuit et je voyais mon souffle devant moi. J'ai traversé 3 centimètres d'eau glacée pour atteindre le placard où se trouvait la vanne principale. La roue en métal était si froide qu'elle m'a brûlé les doigts pendant que je luttais pour la tourner. Après plusieurs essais, l'eau a enfin cessé de couler, mais les dégâts étaient déjà énormes. L'eau s'était infiltrée sous le parquet de la salle à manger, le faisant gondoler et se déformer. Le placoplâtre de la cuisine s'affaissait dangereusement et l'eau goûtait des luminaires, créant un risque électrique. La canalisation avait dû geler et éclater pendant la récente vague de froid. Si quelqu'un avait maintenu le chauffage comme promis, cela ne serait jamais arrivé. Je suis resté dans ma cuisine inondée, observant la destruction, étrangement détaché. Après tout le reste, c'en était presque comique. Bien sûr, mon retour à la maison inclurait une inondation. Dehors, la température chutait rapidement à l'approche d'une nouvelle tempête hivernale. Les infos locales l'annonçaient depuis des jours. D'après les alertes sur mon téléphone, ma famille connaissait la météo quand ils m'ont dit de conduire prudemment. Pourtant, personne n'avait pensé à vérifier que la maison était préparée pour l'hiver ou chauffée. J'ai appelé un plombier d'urgence, mais on m'a dit qu'ils étaient débordés pour plusieurs jours à cause de problèmes similaires dans toute la ville. On pense à mardi au plus tôt, a expliqué l'opératrice en s'excusant. La tempête a fait éclater des canalisations partout.
Mon appel suivant a été pour mon frère. 3 a décroché à la 4e sonnerie, la voix distraite. Écoute, je peux pas parler, je me prépare pour ce dîner avec les Wilson dont je t'ai parlé. La maison est inondée, ai-je dit sèchement. Une canalisation a éclaté. Il y a de l'eau partout et le plombier ne peut pas venir avant mardi. Oh, c'est embêtant, a répondu 3, plus agacé qu'inquiet. Tu as essayé d'autres plombiers? Peut-être regarde sur Anglisto ou un truc comme ça. 3, je viens juste de rentrer après avoir enterré mon mari. J'ai voyagé plus d'une journée d'affilée. Je ne peux pas rester ici, il y a de l'eau dans les circuits électriques et pas de chauffage. Est-ce que je pourrais dormir chez toi jusqu'à ce que ce soit réparé? Le silence qui a suivi m'a tout dit avant qu'il ne parle. En fait, ce soir ce n'est pas le bon moment. Lisa et moi recevons les Wilson, des clients que je veux depuis des mois. Et notre chambre d'amis est pleine du matériel de loisirs créatifs de Lisa. Tu as essayé d'appeler maman et papa. J'ai raccroché et j'ai essayé mes parents. Ma mère a répondu avec des excuses immédiates. Oh ma chérie, tu sais, normalement on dirait oui, mais le club de bridge se réunit ici demain et on a passé toute la journée à préparer. Et puis le dos de ton père le fait souffrir. On ne peut pas avoir d'invité maintenant. Et si tu allais à l'hôtel? Tu devrais avoir une assurance pour ce genre de choses. À ce moment-là, je n'avais pas mangé un vrai repas depuis plus de 24 heures. Le voyage international, le deuil et maintenant cette crise m'avaient physiquement épuisé. Je me sentais faible et nauséeuse en essayant de me déplacer dans la cuisine inondée pour trouver quelque chose à manger. La lumière a vacillé de manière inquiétante alors que la tempête dehors se renforçait. J'ai trouvé un paquet de biscuits rassis dans un placard et je les ai mangés machinalement, debout dans l'eau qui avait déjà trempé mes chaussures et mes chaussettes. Mes membres commençaient à s'engourdir à cause du froid, mais je ne me sentais pas assez concerné pour chercher des vêtements secs. Tout me semblait lointain et sans importance. Dans un dernier effort désespéré pour arranger quelque chose, j'ai décidé de vérifier le panneau électrique au sous-sol pour voir si je pouvais au moins remettre le chauffage dans une partie de la maison. Les escaliers menant au sous-sol étaient glissants à cause de l'eau, et je me suis accroché fermement à la rampe en descendant. L'espace humide était partiellement inondé, l'eau m'arrivant aux chevilles. J'ai pataugé jusqu'au panneau électrique contre le mur du fond, éclairant avec la lampe de mon téléphone. Quand j'ai atteint la porte du panneau, mon pied a glissé sur le béton mouillé. Je suis tombé en avant, posant instinctivement ma main sur la boîte métallique. Une forte décharge électrique a traversé mon bras, me projetant en arrière. Ma tête a heurté quelque chose de dur et, pendant un moment, tout est devenu noir. J'ai repris conscience allongé sur le sol du sous-sol, désorienté et tremblant violemment. Mon bras droit picotait douloureusement à cause de la décharge électrique, et quelque chose de chaud coulait le long de mon visage. En touchant ma tempe, mes doigts sont ressortis rouges de sang. La chute m'avait fait une coupure juste au-dessus du sourcil. En essayant de me relever, une vague de vertige m'a envahi. Le sous-sol semblait pencher et tourner autour de moi pendant que je vacillais vers les escaliers. Chaque marche demandait une concentration énorme. À mi-chemin, j'ai dû m'asseoir. Ma vision se brouillait sur les côtés. Quand j'ai enfin atteint l'étage, j'étais à peine consciente. Je me suis effondré sur le canapé du salon, incapable d'aller plus loin. La maison était encore plus froide, et je ne sentais plus mes doigts ni mes orteils. Une partie lointaine de mon esprit reconnaissait les signes d'hypothermie, mais je n'avais plus l'énergie de m'en inquiéter. Alors que j'allais et venais entre conscience et inconscience, un bip aigu a traversé le brouillard dans ma tête. Le détecteur de monoxyde de carbone se déclenchait. Quelque chose n'allait pas avec le système de chauffage peut-être endommagé par l'eau ou en panne à cause de la tempête. Le gaz toxique remplissait la maison pendant que je restais allongé, incapable d'appeler à l'aide. Mon téléphone était sur la table basse, à quelques centimètres de ma main, mais c'était comme s'il était à des kilomètres. Mes membres refusaient de bouger, et l'obscurité avançait sur les bords de ma vision. Dans ce que je croyais être mes derniers instants conscients, une étrange paix m'a envahi. Si ça devait se finir ainsi, au moins je serais de nouveau avec James. Au moins, la douleur s'arrêterait. La dernière chose dont je me souviens avant de perdre totalement connaissance, c'est le son de quelqu'un frappant à la porte d'entrée et une voix appelant. Puis plus rien que l'obscurité. Plus tard, j'ai appris que Diane Foster, ma voisine d'en face, avait remarqué que de l'eau s'écoulait sous ma porte d'entrée et descendait les marches du perron. Inquiète, elle avait d'abord essayé de m'appeler, puis s'était approchée pour vérifier.
Quand personne n'avait répondu à ses coups, mais qu'elle avait entendu l'alarme de monoxyde de carbone à l'intérieur, elle avait immédiatement appelé les secours. Les pompiers ont défoncé la porte et m'ont trouvée inconsciente sur le canapé, la maison dangereusement froide et partiellement inondée, avec des niveaux de monoxyde de carbone bien au-dessus de la limite de sécurité. Selon les ambulanciers qui m'ont emmené à l'hôpital général de Portland, je souffrais d'hypothermie modérée, d'une intoxication au monoxyde de carbone, d'une commotion cérébrale et des effets d'une décharge électrique. Quelques heures de plus et l'issue aurait été très différente, a dit l'un d'eux au médecin des urgences. À l'hôpital, l'équipe médicale a rapidement travaillé pour réchauffer mon corps et administrer de l'oxygène afin d'éliminer le monoxyde de carbone de mon organisme. Ils ont nettoyé et recousu la coupure sur mon visage, surveillé mon cœur pour détecter d'éventuelles arythmies causées par la décharge, et effectué des tests neurologiques pour évaluer la gravité de ma commotion. Quand ils ont vu mon passeport avec les tampons récents de Singapour et remarqué mon alliance, une infirmière compatissante nommée Sarah m'a gentiment demandé quelles étaient mes circonstances. Dans mon état semi-conscient, je lui ai apparemment tout raconté, la mort de James, le funérail à l'étranger, la réponse de ma famille à ma demande de transport, et mon retour dans une maison froide et négligée. Sarah a tout noté dans mon dossier médical, inquiète de voir que je n'avais aucun système de soutien à ma sortie. Ce qu'aucune de nous ne savait, c'est qu'un journaliste local, Michael Chen, se trouvait à l'hôpital pour couvrir les blessures liées à la tempête dans les infos du soir. Il avait entendu un ambulancier parler de mon cas dans la salle de repos, l'étrange enchaînement de drames qui avait conduit une veuve à frôler la mort chez elle. L'angle humain était trop fort pour l'ignorer. Michael a interviewé Diane, qui a expliqué m'avoir vu rentrer la veille dans un transport partagé. Mais elle avait l'air épuisée, complètement vidée, a dit Diane à la caméra. J'avais l'intention d'aller lui souhaiter la bienvenue, mais avec la tempête qui arrivait, je me suis occupé de ma propre maison. Je me sens horrible maintenant, en sachant ce qu'elle traversait seule. Il a aussi parlé aux ambulanciers qui avaient répondu à l'appel. L'un d'eux, visiblement touché par la situation, a partagé l'échange de textos qu'il avait vu sur mon téléphone, encore ouvert sur le groupe familial quand on m'avait trouvé. Voilà quelqu'un qui vient de perdre son mari, qui demande à sa famille un simple trajet depuis l'aéroport, et à qui on dit de prendre un Uber. Puis elle rentre chez elle et personne n'a vérifié la maison. C'est déchirant. Le soir, l'histoire est passée aux infos locales. Une femme rentre du funérail de son mari à l'étranger et frôle la tragédie. Le reportage détaillait comment j'avais enterré mon mari à Singapour, voyagé plus de 30 heures pour rentrer, reçu zéro soutien de ma famille, et failli mourir à cause d'un incident domestique évitable. Les réseaux sociaux ont vite repris l'histoire. Des captures d'écran des messages, partagés par quelqu'un à l'hôpital, ont circulé dans les groupes locaux puis sur de plus larges plateformes. Le contraste entre ma simple demande et les réponses désinvoltes de ma famille a frappé les internautes. Le hashtag ne vous inquiétez pas est devenu tendance localement, avec des gens racontant leurs propres histoires de négligence familiale en période de besoin. Des entreprises locales ont réagi en proposant leur aide. Une société de plomberie a offert de réparer mes tuyaux gratuitement. Un service de restauration s'est proposé pour gérer les dégâts des eaux. Et une chaîne hôtelière m'a donné 2 semaines de séjour gratuit pendant les réparations. L'élan de solidarité de la communauté était bouleversant et inattendu. Ce soir-là, alors que les infos de 22 heures montraient les véhicules de secours devant ma maison, ma famille a vu sa conversation privée exposée à tout le monde. D'après l'infirmière de nuit, quand ils sont arrivés, mon frère 3 est entré le premier, le visage pâle. « On vient de voir les infos », a-t-il balbutié. « Ils font croire qu'on t'a abandonné. » Ma mère a suivi, déjà sur la défensive. « C'est complètement déformé », a-t-elle dit à l'infirmière avant même de me parler. On ne savait pas que la maison était dans cet état. Amélia sait qu'on l'aurait aidé si on avait compris la situation. Mon père est resté silencieux près de la porte, l'expression indéchiffrable. Ce n'est que lorsque l'infirmière est sortie qu'il s'est approché de mon lit pour demander doucement. « Tu vas t'en sortir ?» C'était la première vraie question que l'un d'eux me posait depuis la mort de James. Quelques minutes après leur arrivée, mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt avec des appels de parents éloignés et d'amis de la famille qui avaient vu le reportage. Ma tante Suzanne a appelé ma mère directement, exigeant de savoir pourquoi personne n'était allé à l'aéroport. Le patron de mon père a envoyé un message pour exprimer son inquiétude et proposer son aide. L'image soigneusement entretenue d'une famille aimante et solidaire se fissurait sous les yeux du public. Alors que je sombrais par moments dans le sommeil, je pouvais les entendre dans le couloir, discutant à voix basse de la façon de réparer la situation.
3 insistait sur le fait qu'il devait prendre les devants sur l'histoire avant qu'elle ne nuise à sa réputation professionnelle. Ma mère s'inquiétait de ce que penserait son club de bridge. Mon père a suggéré qu'il m'emmène simplement chez eux une fois que je serais sorti de l'hôpital, pour montrer à tout le monde qu'il se souciait de moi. Pas une seule fois, dans leur discussion, je n'ai entendu un vrai remords ou une vraie inquiétude pour mon bien-être. Il ne s'agissait que d'apparence, de gestion de crise et de leur propre inconfort. Même dans ce moment de crise, ils ne pouvaient pas voir plus loin qu'eux-mêmes. Quand l'assistante sociale de l'hôpital est venue discuter de mon plan de sortie, elle m'a annoncé que le soutien de la communauté continuait de croître. Un groupe local de soutien au deuil avait proposé des séances de conseil. Un service de livraison de repas avait donné 2 semaines de repas préparés. Plusieurs voisins s'étaient proposés pour m'aider avec les tâches ménagères pendant ma convalescence. Vous avez des options, m'a assuré l'assistante sociale. Vous n'êtes pas obligé d'aller chez votre famille si ce n'est pas ce que vous voulez. C'était la première fois que quelqu'un reconnaissait que j'avais le choix, que je n'étais pas obligé d'accepter une aide enveloppée d'obligation et d'égoïsme simplement parce qu'elle venait de proches par le sang. Pendant que ma famille tournait autour de moi, impatiente de mettre en place son plan de contrôle des dégâts, j'ai fermé les yeux et pensé à James. Il m'avait toujours encouragé à m'affirmer face à ma famille. Ta valeur n'est pas définie par leur capacité à la voir, disait-il souvent. Maintenant, allongé dans un lit d'hôpital après avoir failli mourir seul dans notre maison, je comprenais enfin ce qu'il voulait dire. Le matin, mon état s'était assez stabilisé pour que je reste consciente plus longtemps. La chambre de l'hôpital semblait pleine à craquer avec la présence de ma famille. Il s'était relayé pendant la nuit pour qu'il y ait toujours quelqu'un visible à mon chevet, surtout quand le personnel entrait. La mise en scène était impeccable, mais totalement vide. 3. Assis, consultait son téléphone et levait parfois les yeux pour me demander si j'avais besoin de quelque chose, avant de retourner à ce qui ressemblait à une gestion de crise sur les réseaux sociaux. Ma mère réarrangeait les quelques objets sur ma table de chevet, remplissant le silence de commentaires sur à quel point toute cette situation avait été exagérée. Mon père se tenait près de la fenêtre, soupirant de temps en temps et regardant sa montre. Quand le docteur Reynolds est entré pour discuter de mon état et de mon plan de sortie, ma mère s'est métamorphosée. Sa voix s'est adoucie pendant qu'elle me touchait le bras. Nous sommes tellement reconnaissants qu'elle aille bien. Nous allons bien sûr la ramener chez nous. Notre famille reste soudée dans les moments difficiles. Le médecin a hoché la tête tout en consultant mon dossier. Madame Henderson a vécu un traumatisme important, à la fois physique et émotionnel. Sa récupération nécessitera du repos, une bonne alimentation, un environnement chaud et un minimum de stress. Il m'a regardé directement, pas ma mère. Quel système de soutien avez-vous, Amelia? Avant que je puisse répondre, 3 a coupé. Elle nous a nous. Nous sommes sa famille. C'était juste un malentendu sur son heure d'arrivée hier, que les médias ont complètement déformé. Le docteur Reynolds est resté professionnel. Je comprends. Et y aura-t-il quelqu'un disponible pour rester avec elle en continu pendant les prochaines 48 heures? Une commotion cérébrale nécessite une surveillance, elle ne doit pas rester seule. Bien sûr, a répondu doucement ma mère. Nous avons déjà préparé la chambre d'amis. Je peux réorganiser mon emploi du temps pour être à la maison. Une infirmière nommée Jessica est entrée avec mes médicaments et mon plateau de petit déjeuner. Elle s'occupait de moi depuis tôt le matin et avait vu le changement d'attitude de ma famille à chaque fois que le personnel médical entrait. En vérifiant mes signes vitaux, elle a demandé à voix basse. Êtes-vous à l'aise avec ce plan, Amelia? Parce qu'il y a des alternatives si vous en avez besoin. Ma mère s'est raidie. Alternative? Elle rentre chez sa famille, là où elle appartient. Jessica m'a regardé fixement, ignorant l'interruption de ma mère. Le choix vous appartient, a-t-elle dit simplement. À ce moment-là, quelque chose a changé en moi. Le choix m'appartenait. Pas ce qui ferait bien paraître ma famille, pas ce qui préserverait leur statut social, mais ce dont j'avais vraiment besoin. J'ai pris une profonde inspiration. J'aimerais entendre les alternatives, ai-je dit. Ma voix était plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. La pièce est restée silencieuse. 3 a arrêté de taper son message. La bouche de ma mère s'est ouverte et refermée sans un mot. Mon père s'est détourné de la fenêtre, le front plissé. Amelia, a réussi à dire ma mère. Tu ne peux pas être sérieuse. Après tout ce que nous avons fait. Qu'avez-vous fait, exactement?
La question m'a échappé avant que je puisse la retenir, mais une fois dite, je ne voulais plus revenir en arrière. Quand James était en train de mourir, vous étiez trop occupé pour venir. Quand je l'ai enterré seul, vous avez dit que les billets étaient trop chers. Quand j'ai eu besoin qu'on vienne me chercher à l'aéroport après 30 heures de voyage, vous m'avez conseillé de prendre un Uber. Quand j'ai appelé pour la canalisation cassée, vous avez priorisé le club de bridge et les dîners d'affaires. Ma voix est restée calme, factuelle, pas accusatrice. Alors, dites-moi en quoi cela vous donne le droit de contrôler ma récupération maintenant que tout le monde regarde. 3 s'est levé brusquement. C'est complètement injuste. On ne savait pas que c'était si grave. Vous n'avez pas demandé, ai-je coupé. Pas une seule fois, aucun de vous n'a demandé comment j'allais vraiment. Pas une seule fois vous n'avez offert une aide sincère sans excuse. Vous n'aviez pas besoin de me voir aux infos pour savoir que j'étais en deuil et seul. Vous avez choisi de ne pas le voir. Le visage de ma mère est devenu rouge de colère. Nous t'avons toujours soutenu, Amelia. Peut-être pas exactement comme tu le voulais, mais une famille ne peut pas tout laisser tomber à chaque crise. Tes attentes sont simplement irréalistes. Considérer qu'on vienne me chercher à l'aéroport après avoir enterré mon mari est une attente irréaliste, ai-je demandé doucement. Penser que quelqu'un aurait vérifié le chauffage en hiver, c'est trop demander. Nous sommes des gens occupés, a insisté 3. On ne peut pas se souvenir de chaque petit détail. Chaque petit détail. L'ai-je répété, laissant les mots flotter. Comme si ta sœur, tout juste veuve, pouvait mourir de froid dans sa propre maison. Mon père a enfin parlé, d'une voix basse. Là, Amelia, nous comprenons que tu es bouleversée. Le deuil peut pousser les gens à dire des choses qu'ils ne pensent pas. Quand tu verras plus clair. Je pense plus clairement que depuis des années, ai-je coupé. Pour la première fois, je vois notre dynamique familiale sans excuse. Je vois que j'ai passé ma vie à accepter des miettes d'attention en me persuadant que c'était un festin. Jessica, restée dans la pièce en préparant silencieusement mes médicaments, m'a donné la force de continuer. Je ne vous hais pas, ai-je dit en les regardant tour à tour. Je ne vous blâme même pas d'être ce que vous êtes. Mais je ne prétendrai plus que vous pouvez me donner ce dont j'ai besoin en ce moment, ou que vous le feriez même si vous le pouviez. Alors qu'est-ce que tu veux dire, a exigé ma mère. Que tu préfères rester avec des étrangers plutôt qu'avec ta propre famille. Je dis que je choisis de donner la priorité à ma guérison plutôt qu'à l'image de notre famille. Je choisis de m'entourer de soutien véritable plutôt que d'une obligation déguisée en soins. L'assistante sociale, Mademoiselle Patel, entra avec un dossier d'information. Ma famille se tut aussitôt, consciente de l'image qu'une discussion continue pourrait donner. Mademoiselle Patel expliqua les ressources communautaires mises en place, un séjour de 2 semaines à l'hôtel Riverview pendant les réparations de ma maison, un service de livraison de repas, le transport vers mes rendez-vous médicaux et un lien avec un groupe de soutien au deuil qui se réunissait 2 fois par semaine. Plusieurs voisins se sont aussi proposés pour passer régulièrement prendre de vos nouvelles, ajouta-t-elle. Et l'entreprise de restauration qui travaille sur votre maison a offert d'installer un système de sécurité avec surveillance à distance pour éviter de futures urgences. Le contraste entre cet élan de solidarité d'inconnus et le soutien réticent et soucieux d'image de ma famille ne pouvait pas être plus flagrant. Tandis que ma famille me regardait en silence, stupéfaite, j'acceptais les dispositions présentées par Mademoiselle Patel. C'est ridicule, finit par marmonner 3. Tu choisis des inconnus plutôt que ton propre sang. Je regardais mon frère. Vraiment, je le regardais, peut-être pour la première fois. Je choisis la gentillesse plutôt que l'obligation. Je choisis de m'accorder assez de valeur pour accepter une aide qui vient sans condition ni ressentiment. Ma mère ramassa son sac, ses gestes raides d'indignation. Quand tu reviendras à la raison, nous serons là. Mais ne t'attends pas à ce qu'on laisse tout tomber encore une fois quand tu décideras que tu as besoin de nous. C'est exactement ce que je veux dire, répondis-je doucement. Je n'ai jamais pu m'attendre à ça, et maintenant je ne le ferai plus. En sortant, mon père s'attarda un instant dans l'embrasure de la porte. Pendant un moment, je crus qu'il allait dire quelque chose d'important, quelque chose qui reconnaîtrait la vérité de ce qui s'était passé. Au lieu de ça, il hocha simplement la tête avant de suivre ma mère et mon frère. Jessica s'approcha de mon lit après leur départ. Ça a demandé un courage incroyable, dit-elle en ajustant mes oreillers. Mettre des limites avec la famille est l'une des choses les plus difficiles à faire, surtout quand on est vulnérable.
Ça ne ressemble pas à du courage, avouai-je. Ça ressemble à de l'abandon. Vous n'abandonnez pas, corrigea-t-elle doucement. Vous vous donnez la permission de guérir sans porter en plus leur bagage émotionnel. C'est très différent. Cet après-midi-là, des représentants des différents services communautaires vinrent coordonner mon plan de sortie. Le directeur de l'hôtel m'assura que tout était prêt pour mon arrivée. L'entreprise de restauration me montra des photos des travaux déjà réalisés pour éviter d'autres dégâts dans ma maison. Le coordinateur du service de repas discuta des préférences alimentaires et des horaires de livraison. Chaque échange confirmait ce que Jessica avait dit. Il ne s'agissait pas de rejeter la famille, mais d'accepter un soutien véritable sans devoir le mériter ou s'excuser de le demander. Il s'agissait de reconnaître que, parfois, la famille dans laquelle on est ne peut pas fournir ce dont on a besoin, et que ce n'est pas un échec de notre part. Le soir, j'étais installé dans une suite confortable à l'hôtel Riverview, avec vue sur la rivière qui donnait son nom à la ville. La chambre était chaude, le lit moelleux et le réfrigérateur garni de plats simples et nutritifs. Sur le bureau, une plante en pot avec une carte signée par le personnel de l'hôpital qui m'avait soigné. Pour la première fois depuis la mort de James, je ressentis quelque chose d'autre que du chagrin et de l'abandon. Ce n'était pas du bonheur, cela semblait encore trop loin, mais peut-être la première et fragile graine de paix. J'avais défendu ma vérité, honoré mes besoins et découvert qu'il existait de la bonté dans le monde, au-delà des étroites limites de l'obligation familiale. En regardant le coucher de soleil sur la rivière, je murmurai à James comme s'il pouvait m'entendre. Je crois que tu serais fier de moi aujourd'hui. J'ai enfin fait ce que tu m'as toujours dit de faire. Je crus presque entendre sa réponse. J'ai toujours été fier de toi. C'était toi-même que tu devais rendre fier. 3 mois passèrent dans un tourbillon de guérison lente et régulière. Ma récupération physique fut plus rapide que prévu. Les symptômes de la commotion disparurent après plusieurs semaines de repos. La brûlure électrique sur ma main ne laissa qu'une légère marque, que le médecin m'assura voir disparaître complètement un jour. La coupure sur mon front cicatrisa en une fine ligne argentée, partiellement cachée par mes cheveux. La guérison émotionnelle fut plus difficile, mais tout aussi possible. Avec l'aide du groupe de soutien au deuil, qui se réunissait dans un centre communautaire chaleureux chaque mardi et jeudi, je commençais à traiter non seulement la perte de James, mais aussi les sentiments compliqués autour de mes relations familiales. L'animatrice du groupe, Eleanor, avait une manière douce de poser des questions qui m'aidaient à voir les schémas sans juger. Le deuil a une façon d'éclairer ce qui compte vraiment, disait souvent Eleanor. Il enlève les faux-semblants et nous oblige à affronter la vérité, autant la belle que la douloureuse. La transformation de ma maison reflétait celle, intérieure, que je vivais. L'entreprise de restauration n'avait pas seulement réparé les dégâts des eaux, elle avait aussi apporté des améliorations auxquelles je n'avais jamais pensé. Ils installèrent un thermostat intelligent contrôlable à distance, remplacèrent le vieux chauffe-eau par un modèle économe en énergie et renforcèrent la plomberie contre de futures gelées. Ce qui avait commencé comme une destruction devint une occasion de renouveau. Pendant ce processus, des voisins que je connaissais à peine avant sont devenus des figures régulières dans ma vie. Diane, d'en face, apportait une soupe maison tous les dimanches. Robert et Thomas, 2 maisons plus loin, aidèrent à remettre mes jardinières en place après les travaux du jardin. Maria, une institutrice à la retraite du bout de la rue, venait simplement s'asseoir avec moi les jours difficiles, quand les mots étaient inutiles mais la présence essentielle. Ma famille, elle, garda une distance prudente. Je recevais parfois des textos, agréables en surface, mais sans aucune mention de notre confrontation à l'hôpital. Ma mère m'envoya une carte générique, je pense à toi, signée de nous 3. 3 appela une fois, soi-disant pour prendre de mes nouvelles, mais en réalité pour me dire que ses clients avaient vu le reportage et qu'ils voulaient clarifier tout malentendu. Mon père envoya un email avec des liens vers des informations sur les assurances habitation, sa seule manière de reconnaître qu'il s'était passé quelque chose d'important. Je répondis poliment, mais brièvement, à chaque contact. Je n'attendais plus de connexion ou de compréhension profonde. La limite que j'avais fixée à l'hôpital resta en place, non pas comme une punition, mais comme une protection pour mon cœur en guérison. Je ne pouvais pas me permettre d'épuiser mes ressources émotionnelles limitées dans des relations qui prenaient toujours plus qu'elles ne donnaient. 6 mois après la mort de James, je créai la bourse commémorative James Henderson pour l'éducation internationale dans notre ancienne université. En utilisant les fonds de l'assurance vie enfin versés, je mis en place une dotation pour aider les étudiants à étudier à l'étranger avec un système de soutien d'urgence intégré.
La bourse couvrait notamment les voyages d'urgence pour les membres de la famille et un fonds de secours pour les situations imprévues et exactement ce qui m'avait manqué quand la crise m'avait frappé à l'autre bout du monde. Travailler sur les détails de cette bourse me donna un but pendant les heures les plus sombres du deuil. Chaque clause incluse reflétait une leçon apprise à travers une expérience douloureuse. Chaque mesure de protection représentait une difficulté que de futurs étudiants et leurs familles pourraient éviter. James avait toujours accordé de la valeur à l'éducation et aux opportunités. Cela me semblait la manière parfaite d'honorer sa mémoire tout en transformant ma douleur en quelque chose de significatif. Pour ce qui aurait été notre 11e anniversaire, j'ai organisé une petite réunion dans ma maison rénovée pour annoncer le premier bénéficiaire de la bourse. Des amis proches qui m'avaient soutenu tout au long de cette période se sont joints à la célébration, ainsi que de nouvelles amitiés nouées durant mon cheminement de guérison. Ma famille avait reçu des invitations, mais s'était excusée en prétextant des engagements prévus de longue date. Alors que je présentais le certificat de la bourse à Angela, une étudiante de 3e année aux yeux brillants qui prévoyait d'étudier au Japon, j'ai senti la présence de James plus intensément que jamais depuis sa mort. Pas comme un fantôme ou une apparition surnaturelle, mais comme l'impact durable de l'amour que nous avions partagé. Son influence restait présente dans ma façon d'aborder les défis, dans ma capacité de résilience et dans mon aptitude à donner un sens à la souffrance. Cette bourse existe grâce à un grand amour et une perte profonde, ai-je dit au petit groupe réuni dans mon salon. Mais aussi grâce à une leçon inattendue, la famille peut se trouver dans les endroits les plus surprenants, non pas forcément liés par le sang, mais composés de ceux qui apparaissent quand c'est le plus important. La semaine suivante, j'ai reçu une lettre de mon père, une vraie lettre écrite à la main, chose que je n'avais jamais eue de lui auparavant. Contrairement aux échanges superficiels des mois précédents, celle-ci contenait quelque chose de rare, de la réflexion. J'ai repensé à ce qui s'est passé après ton retour de Singapour, écrivait-il. Même si ta mère et ton frère ne le verront peut-être jamais clairement, je veux que tu saches que je reconnais notre échec. Pas seulement dans les aspects pratiques comme venir te chercher à l'aéroport ou entretenir la maison, mais dans l'obligation plus profonde d'apporter du réconfort pendant tes heures les plus sombres. Je n'ai pas d'excuses à offrir, seulement une reconnaissance tardive et insuffisante. L'homme que tu as épousé serait fier de la femme que tu es devenue en son absence. Peut-être qu'un jour, si tu es prête, nous pourrons trouver un chemin à suivre, pas comme nous étions, mais comme nous pourrions être. Je n'ai pas répondu immédiatement. Cette lettre nécessitait de la réflexion, pas une réaction. J'en ai parlé avec ma thérapeute, qui m'a aidé à gérer mon deuil et mes dynamiques familiales pendant plusieurs mois. « Que veux-tu d'une relation avec ton père ?» m'a-t-elle demandé. Pas ce que tu penses devoir vouloir, ni ce qui pourrait le faire se sentir mieux, mais ce qui servirait réellement ton bien-être. La question est restée avec moi pendant des jours. Finalement, j'ai répondu en fixant des limites et des attentes claires. J'ai exprimé ma volonté de déjeuner de temps en temps, juste tous les deux, en précisant que ces rencontres seraient exploratoires, pas obligatoires. Je ne participerai pas aux réunions de famille ni aux fêtes pour le moment. Toute relation future devrait reposer sur le respect mutuel et une connexion authentique, et non sur la mise en scène ou l'obligation. À ma surprise, il a accepté ces conditions sans discuter. Notre premier déjeuner a été maladroit, mais cordial. Le second, un peu moins. Au troisième, nous avions trouvé un rythme de conversation prudent qui reconnaissait notre histoire sans en être prisonnier. Ce n'était pas le lien père-fille intime que certains envieraient, mais c'était authentique d'une manière que notre relation passée ne l'avait jamais été. Mon frère et ma mère sont restés à distance, envoyant parfois des cartes de vœux ou des cadeaux impersonnels, sans jamais aborder les problèmes fondamentaux qui avaient provoqué notre éloignement. J'ai accepté cela comme leur choix et j'ai concentré mon énergie sur les relations qui me nourrissaient au lieu de m'épuiser. 1 an après la mort de James, je me suis retrouvé seul à l'aéroport, attendant un vol pour retourner à Singapour afin de visiter sa tombe pour l'anniversaire. En regardant les familles se retrouver autour de moi, les accolades, les conversations enthousiastes, la joie sincère des retrouvailles, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions. Il y avait encore de la tristesse pour ce que ma propre famille ne pouvait pas offrir, mais plus le désir désespéré d'avant. J'avais appris que la famille pouvait être créée et choisie. Que le soutien pouvait venir de sources inattendues. Que les limites n'étaient pas des murs, mais des filtres sains qui laissent entrer le bon et retiennent ce qui est nocif. Le plus important, j'avais appris que ma valeur n'était pas déterminée par la capacité des autres à la reconnaître. En montant dans l'avion, j'ai pensé à quel point ce voyage était différent de celui que j'avais fait 1 an plus tôt. À l'époque, j'étais brisé par le deuil et l'abandon, désespéré de trouver une connexion et un soutien qui ne sont jamais venus.
Aujourd'hui, je portais en moi une communauté de soutien qui existait indépendamment de la proximité physique et des personnes qui avaient été présentes quand c'était le plus important, et qui continuaient de l'être, jour après jour, de mille petites et grandes manières. La plus grande leçon de ce terrible retour à la maison n'était pas sur les échecs de ma famille ou les conséquences douloureuses qui avaient suivi. Elle portait sur la capacité remarquable des êtres humains à se mobiliser et à tenir un espace pour la douleur des autres. Sur le pouvoir guérisseur du fait d'être réellement vu dans ces moments les plus sombres. Sur la famille que nous créons quand celle dans laquelle nous sommes nés ne peut pas répondre à nos besoins. Si vous vous êtes déjà senti abandonné au moment où vous aviez le plus besoin de soutien, sachez que vous n'êtes pas seul. Votre valeur n'est pas déterminée par la capacité des autres à l'avoir. Parfois, les personnes dont on attend le plus de soutien ne peuvent tout simplement pas fournir ce dont nous avons besoin à cause de leurs propres limites et non à cause d'un manque de valeur de notre part. Le défi est de rester ouvert à des sources inattendues de soins et de connexion, même si les expériences passées rendent cette ouverture effrayante. Quelles sources inattendues de soutien avez-vous découvertes dans les moments difficiles? Avez-vous déjà été surpris par la gentillesse d'inconnus quand vos proches ne pouvaient pas vous donner ce dont vous aviez besoin? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, mettez un like, abonnez-vous et partagez-la pour aider d'autres personnes qui pourraient se sentir seules dans leurs épreuves. Souvenez-vous, votre histoire compte, vos limites sont valides et la guérison est toujours possible, parfois d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. Merci de faire partie de ce voyage avec moi.